Hello! Le Paradis attendra revient pour une seconde saison. Ici, c'est la safe place pour parler et échanger autour de nos croyances, de notre spiritualité, mais aussi des épreuves et de tout ce qui nous fait grandir dans la vie. Vaste programme. Tout le monde est le bienvenu, alors bonne écoute! Dans le film Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, le personnage éponyme possède une paire de ciseaux à la place des mains. D'abord accueilli à bras ouverts par les habitants de la banlieue proche de son château, il va finalement être violemment rejeté à cause de cette même différence. À la marge, Édouard est pourtant un grand artiste qui exécute des sculptures sur glace et qui crée des personnages fabuleux dans les haies des jardins. Léa a 30 ans. Adolescente, elle se questionnait beaucoup et se sentait parfois à la marge. Elle revendique désormais sa singularité. Hypersensible, cette femme scientifique est également chanteuse. Sa philosophie de vie, suivre son propre chemin spirituel, assumer ses émotions et faire ce dont elle a envie. Et si notre singularité était notre meilleur atout ? J'étais la weirdo de service, quoi. J'étais la première de la classe, j'étais pas du tout à la mode, moi j'écoutais de la musique classique alors que les gens ils écoutaient du rap et du R&B, j'étais pas du tout fringuée à la mode, enfin vraiment je ressortais dans les gens un peu particuliers. Une femme, cis, je suis blanche et j'ai grandi à Paris, donc en milieu très urbain, toute ma vie quasiment. Et en fait, ma famille est plutôt chrétienne catholique. Je sais pas dire à quel point, entre guillemets, ils sont sincères dans leur foi pour certains. Dans le sens, c'est pas forcément qu'ils se mentent ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a en particulier la génération de mes grands-parents, ils allaient à la messe ou des choses comme ça, mais plus parce qu'ils ont été élevés comme ça, sans trop se poser la question. Je serais curieuse de savoir à quoi ressemblaient les cours de catéchisme à l'époque, de savoir si on te faisait vraiment réfléchir sur ta foi, ou comme on pouvait le faire un peu plus tard. Mon père est très catholique, il va à la messe régulièrement, toujours. Et aujourd'hui, je sais que la plupart des membres de ma famille, en dehors de mon père, alors de savoir exactement en quoi il croit, je sais pas, mais ils y vont plus du tout, ils pratiquent absolument pas. J'ai cru comprendre qu'il y en a plein qui ont carrément abandonné toute forme de foi. Mais du coup, quand j'étais petite, on allait à la messe. Alors peut-être pas tous les dimanches, mais assez fréquemment quand même. J'ai fait du catéchisme quand j'étais, ça va à partir du CE2 je crois, un truc comme ça. J'ai dû en faire tout le temps quasiment. À partir du CE2 j'ai fait toute la primaire. Et après j'étais en collège privé et catho. Et donc alors par contre ce qui était super, c'est que j'avais des cours de catéchisme. Mais en fait, donc 6e, 5e, 4e, les chrétiens catholiques avaient du catéchisme et les autres avaient des cours de culture religieuse. Culture religieuse. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire des différentes on regarde les religions en fait. D'accord. On fait une espèce de... Et en 3e, tout le monde avait culture religieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on regardait plein de religions, plein de formes de foi. Et pour le coup, c'était hyper intéressant parce que ça te permet de t'ouvrir un peu à autre chose, quoi. Là-bas j'ai fait ma confirmation, ma profession de foi, enfin j'avais un petit côté un peu grenouille de bénitier, je pense. C'est intéressant ça. Ouais, en fait en plus c'était vraiment donc j'étais dans un collège où il y avait carrément une petite chapelle. Du coup moi en plus je suis très artistique, j'adore chanter, à la fin j'animais les messes. Quand en 3e on avait fait une comédie musicale avec le cours de culture religieuse où j'avais écrit les chansons. Voilà. Super. Si tu veux nous en chanter un extrait, on sera... je sais plus. En fait, non, c'était... j'avais utilisé... Parce que c'était un texte qui existait déjà, que j'aurais dû regarder avant de venir. Je sais absolument plus qui c'était.
je sais même pas si je saurais te redire le titre. Mais en fait, j'avais surtout repris des musiques qui existaient déjà, en voyant les paroles pour que ça colle à peu près. Pour faire coller le tout. Ouais, voilà. Okay. Et parce qu'en plus, moi, j'ai grandi en lisant beaucoup La Comtesse de Ségur. Donc, je sais pas les Malheurs de Sophie, tout ça. Par exemple, où en fait, c'est empreint d'une certaine époque, et une époque très religieuse où on fait sa prière le soir avant de se coucher. Il y a vraiment tous les rites religieux catholiques qui sont très très présents dans les histoires. Et donc j'avais un peu ce côté où moi je voulais être une petite fille modèle, et donc ça passait sans doute aussi par le fait de bien faire sa prière le soir, de croire, de je sais pas quoi. Un certain nombre de rituels, tu veux dire, Et parce que la comtesse de Ségur, moi, ce que ça m'évoque aussi, au-delà de l'aspect religieux, c'est un aspect de moralité assez fort aussi. Complètement. Il faut être une bonne personne. Il y a presque un côté un peu martyr où si tu souffres, c'est presque une bonne chose finalement. Tu vas au paradis. Voilà. T'as souffert ici, ça va aller pour la suite, quoi. C'est un peu ça. C'est tu souffres ici pour aller mieux après. Donc je pense que j'ai un peu grandi avec cet imaginaire là finalement, et après au lycée ça s'est un peu éloigné de moi parce que j'étais repartie en lycée public, donc déjà moins cette présence globale, et puis globalement je sais pas, je m'en suis un peu éloignée. Je me suis posé des questions des fois de me dire qu'est-ce que j'en pense. Et alors par contre au lycée, un truc qui était vachement chouette, mon père qui allait donc à la messe assez souvent, un soir me dit est-ce que tu veux venir avec moi? Donc je me dis bon allez, pourquoi pas, on y va. Et il se trouve que ce soir-là, parce que c'était la messe du soir, il y avait le prêtre qui finit la messe en disant au fait si jamais vous voulez vous inscrire pour aller à la béatification de Jean-Paul II, on organise le voyage avec la paroisse, donc venez nous voir. Tu peux me dire ce que c'est la béatification de Jean-Paul II, concrètement? C'était la béatification, c'est l'étape avant, donc la sanctification. Sanctification, c'est quand tu deviens un saint dans la religion catholique. Okay. Et en fait, le détail est peut-être un peu plus subtil que ça, mais grossièrement, pour être un saint dans la religion catholique, il faut qu'il y ait 2 miracles certifiés. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc le premier, tu es un béat, manifestement, puisque c'est de la béatification. Et tant mieux. C'est ça. Et la deuxième étape, tu es sanctifié. Et donc c'est une espèce de grande cérémonie. Donc c'est au Vatican. Donc voilà, c'était super. Et sur le coup, mon père m'a dit, mais ça te dirait d'y aller? Alors moi, j'ai un peu vu la lumière, mais allons-y, pourquoi pas, c'est vachement chouette comme idée. Donc j'ai fait un pèlerinage, c'est un bien grand mot parce qu'on a pris le train quand même, tu vois. Mais je suis allée à Rome. Pas allée sur les genoux. Oui, voilà. Non, et puis j'ai pas marché. Enfin voilà, je suis allée à Rome et on a assisté à la messe de béatification de Jean-Paul II, et c'était assez fou. Mais je pense que j'avais pas autant parce que je me rappelle avoir pris le train donc avec des gens qui étaient pour le coup des gens qui carrément lisaient des livres religieux souvent, où la religion était très présente dans leur vie, alors que moi j'allais un peu à la messe, et même à l'époque où j'allais à la messe, en vrai je pensais pas non plus à ma religion tout le temps, quoi. C'était pas forcément un élément omniprésent, primordial et omniprésent dans ma vie. Et du coup, quand tu dis que cette béatification elle a été impressionnante pour toi, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, ou c'est le fait de voir du monde? Non, c'était plutôt l'ambiance. Okay. C'était plutôt l'ambiance, parce qu'il y avait quand même un monde de fous. On a campé dehors. Dingue. On avait juste un sac de couchage et on a dormi sur les ponts. Pour ceux qui connaissent un peu Rome, donc t'as le Tibre qui est juste à côté, et t'as des ponts qui mènent de Rome vers le Vatican. Juste avant la grande rue qui mène au Vatican. Donc on a dormi un peu sur ce pont-là, mais donc sans tente, sans rien. Donc s'il avait plu, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel on aurait été. On serait tous revenus avec la crève. C'est quand même... Bon, je pense qu'ils avaient peut-être prévu quelque chose quand même au cas où. Mais juste avant, on avait fait une grande prière au Cirque Maxime. Ça, c'était assez fou, parce que je sais pas combien on était. Ça devait être dingue. Mais le Cirque Maxime complètement rempli, voire qui déborde. Quand ils ont ouvert la grande rue qui mène au Vatican vers 4h du matin, et on s'est avancé pour être un peu plus près.
c'est quand même une expérience assez folle, Ouais. quoi. En plus, t'as toutes les langues qui sont parlées à côté de toi. Ouais, génial. Oui, Ouais. c'est ça, t'as le monde entier en fait qui se réunit à ce moment-là, Ouais. en tout cas pour assister à ça, ok. Ouais, c'est fou. Ouais, donc une belle expérience, j'imagine. Ouais. Et du coup, donc toi, par rapport à cette croyance, tu te situes comment justement? Parce que là, tu m'as parlé pas mal de pratiques, effectivement. Et toi, quel est ton point de vue là-dessus? Et surtout, comment toi, tu as vécu ta croyance personnellement, quoi? Pour ma part, pendant un temps, il y avait aussi le fait que je commençais à remettre en question justement le côté du rituel nécessaire. De me dire que finalement, en fait, ma foi, est-ce qu'elle se construisait pas plutôt en moi, plutôt qu'en fait d'avoir ce côté où, en fait, moi je me rappelle de tellement de gens qui allaient à la messe alors qu'ils n'y croyaient pas plus que ça, Oui. mais plus soit par habitude, soit parce qu'ils y étaient forcés ou par je sais pas quoi. Et je trouve ça je trouve ça moins pertinent d'y aller sans y croire, plutôt que, au contraire, de croire en ton âme et conscience, de faire, entre guillemets, ta religion à l'intérieur de toi. Moi, je suis pas sûre que si Dieu il y a, parce que le principe de croire, ça n'est pas de savoir, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui attende véritablement que tu lui dédies ta vie à ce point-là, que tu lui... Enfin, voilà, que ce soit quelque chose de... Je pense que ce qui est plus important, c'est pas que tu ailles à la messe et que tu manges l'hostie et que tu ailles te confesser, c'est que tu aies une vie un peu plus en cohérence avec certaines valeurs ou des choses comme ça, quoi. Moi, un des trucs qui m'a fait un peu me reposer des questions sur mon rapport à ma religion, c'est est-ce que je peux vraiment me considérer de la même religion que des gens qui considèrent que l'homosexualité est une maladie, que des gens qui considèrent que, j'en sais rien... Alors on peut citer aussi tous les scandales qu'il y a eu de pédophilie, mais ça c'est... Pour moi, il y a un truc un peu plus... Il y a un truc à creuser autre part de dire que aussi, peut-être que si on arrêtait de demander aux prêtres d'être complètement abstinents, peut-être que ça pourrait... J'en sais rien. Je connais pas les détails de ces histoires. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales qui ont éclaboussé l'église catholique notamment. Et puis il y a des prises de position quand même. Il me semble que Jean-Paul II, quand même, il était contre la contraception. Complètement. Et quand la capote. Et c'est ça. vrai que tu te dis que quand même, il y a des choses qui, par rapport à notre époque, sont pas du tout en résonance, quoi. Oui, voilà. Et alors, moi, j'aime beaucoup savoir le pourquoi, parce que, pour moi, la religion a été très nécessaire et très bénéfique à une époque où, finalement, pour imposer des lois, à part les faire venir d'une espèce de force supérieure et de dire c'est Dieu qui veut, tu vois, le truc de dire ne tue pas ton prochain, finalement, si un jour j'ai envie de te regarder et te dire mais qui va m'en empêcher? Alors aujourd'hui, il y a des lois construites sociétalement, machin, mais à l'époque, je pense qu'à part faire peur avec une force un peu surnaturelle, entre guillemets, voilà. Donc je pense que ça a été très bénéfique. Mais tout comme, tu vois, par exemple, les juifs et les musulmans qui n'ont pas le droit de manger de porc, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des risques sanitaires au fait de manger cette viande-là, tu vois. Donc c'était des trucs, ou tout comme le fait de finalement attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles et s'en tenir à son partenaire, c'était des questions de santé. Oui, c'était de pas aller choper toutes les maladies du coin. De pas choper les maladies, puis de s'assurer pour les hommes quand même que c'était bien de leur descendance qu'il s'agissait. Aussi, mais je pense que avant même, parce que le patriarcat, alors je veux pas dire de conneries, mais je crois que ça a commencé genre... c'est 12e siècle, un truc comme ça, le truc où ça a vraiment commencé à être très très fort, et je pense que ces notions-là, elles étaient peut-être... Bon, après, j'en sais rien, antérieures. Un jour, j'entendais je crois que c'était une sœur, c'était hyper intéressant, qui parlait de l'avortement. Parce que, pareil, la religion catho, elle est pas connue pour être très pro-avortement. Oui, pas tellement, c'est vrai. C'est un euphémisme. Et où en fait, cette sœur-là, à un moment, on parle de ce sujet-là, elle dit, mais les gens qui disent que Dieu refuse l'avortement, c'est faux. Alors, je cite ce qu'elle dit, hein. Mais qu'en fait, les mots qu'on trouve dans les études de théologie, c'est « choisis la vie ». Sauf qu'on précise pas la vie de qui. Oui, ok, ouais. Méga interprétation possible, en fait, là, tout est possible. Exactement, et en fait, finalement, choisis la vie, ça peut être choisi la vie de la mère, parce que peut-être que si elle a cet enfant, elle aura plus de vie, parce qu'elle a 14 ans, et que, en fait, du coup, elle va devoir arrêter l'école, voilà. Et je trouve qu'il y a plein de choses où ça manque vraiment de s'adapter un peu dans le monde dans lequel on vit, de ce monde néolibéraliste, de ce monde international aussi, parce qu'avec tous ces trucs-là, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais.
Oui, tout à fait. Donc de prendre un peu de recul, quoi, et de se poser des questions sur vraiment aussi les textes qui sont à l'origine de tout ça. C'est quand même une religion qui prône l'amour et la tolérance, mais derrière, il y a tellement d'exceptions, t'as envie de dire, mais... C'est-à-dire en théorie, parce que sur la pratique, quand on regarde l'histoire, quand même, on n'est pas vraiment sur beaucoup... Enfin, on est sûrement sur de l'amour et de la tolérance globalement. Enfin, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, il y a eu des... En plus, mais surtout, il faut aimer son prochain, mais à condition qu'il soit blanc, valide, plutôt un homme si c'est possible. Enfin, en plus, pardon, mais Jésus, je suis pas sûre qu'il était si blanc que ça. Hein. Moi, c'est vraiment des trucs où, vu là où il a vécu, je pense que, voilà, je veux pas présupposer, mais tous les gens qui sont outrés des représentations de Marie noire, et les gars... elle peut pas être blonde aux yeux bleus, Marie. Enfin, peut-être si elle était albino, c'est encore. Mais ça, un des trucs qui m'a fait me reculer vachement de la religion, c'est surtout catholique, c'est cette espèce de truc où il faut que tu sois un pécheur tout le temps. Ouais, quoi que tu fasses, de toute façon, c'est toujours... Oh là là, tu sais, j'ai des souvenirs de confession où le mec me demande de quoi je viens me confesser et je ne savais pas quoi dire. Mais tu trouvais des choses pour lui faire mais plaisir. Je disais de la merde, je racontais n'importe quoi, je disais je me suis un peu disputée avec mon frère, et là genre c'est en plus moi qui cherchais à être une enfant sage et parfaite et machin. Le jeu, enfin. Vraiment voilà. Et où ce côté où finalement t'es toujours pécheur, le péché originel par une femme. Enfin, puis quand t'es une meuf, c'est encore pire parce que tu le portes physiquement. Voilà, ce côté de tu es sans arrêt pas bien et machin. En fait, c'est horrible de vivre dans ce truc-là où finalement tu ne pourras jamais être quelqu'un de bien. Oui, quoi que tu fasses, de toute façon, c'est foutu. C'est ça. Et je pense que il y a une forme d'abandon là-dedans. C'est aussi, en fait, puisque de toute façon, je peux rien faire de bien. Oui, effectivement. Autant que j'arrête d'être. Je pense qu'à un moment, tu peux lâcher l'affaire aussi, ouais, effectivement. Avec clairement. une telle critique permanente et remise en question et autoflagellation. Mais parce que tu vois, demain je devrais aller au confessionnal, je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai l'impression justement d'être alignée avec mes valeurs. Ouais. Et du coup, je j'ai pas l'impression d'avoir des choses à me reprocher. Quoi. Alors oui, il y a des trucs, j'ai pas été très patiente parce que mon mec il a fait ci. Bon, oui, ça arrive. Oui, je me suis engueulée avec quelqu'un dans le métro. Pareil, tu vois, c'est pas un crime de lèse-majesté. Oui, voilà, exactement. Et un truc où finalement, tu demandes l'absolution... pour moi, il y a un mot qui est tellement fort. Oui, non, mais je suis d'accord. Pour un truc. Ça, c'est quand tu tues quelqu'un, quoi. Enfin, merde. Oui, voilà. Ou pour des trucs où finalement, t'as trompé ton mec, ou j'en sais rien. T'as fait vraiment du mal, quoi. Voilà, t'as vraiment fait du mal. Et volontairement, potentiellement, en plus, tu vois. Peut-être que t'as cherché à faire souffrir. Là, bon, je suis d'accord. Mais c'est vrai que le reste... Moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je me dis. J'essaye aussi de... Tout ça, c'est intéressant parce que... Vraiment, moi je sais que je suis quelqu'un qui... Je peux me torturer. Mais oui, mais pareil. Mais moi, pareil. Je vais dire un truc avec ça va avec l'hypersensibilité. Hein. En étant un peu énervée. Et derrière, je vais me dire, oh là là, mais quand même, j'aurais pas dû. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je pourrais quand même aller m'excuser. Ouais. Alors c'est l'autre, en plus, potentiellement, qui t'a fait chier en premier. Mais oui, et puis t'as le droit, des fois, de sortir de tes gonds. Et à chaque fois, je me dis, mais alors attends, t'as tué personne. T'es pas un terroriste. Tu tortures pas des animaux. Donc, tranquille. Non, mais tu sais que moi, dans ma relation toxique, il y avait vraiment ce truc de dire que, en fait, si je partais, il pourrait plus jamais avoir quelqu'un dans sa vie. Et pendant longtemps, je suis restée pour ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est très lié à l'éducation religieuse dans laquelle tu grandis, de bons samaritains, à mon avis, ce qui est aussi... Alors après, c'est une culture judéo-chrétienne, et donc qui est très ancrée dans notre culture occidentale, mais du syndrome de l'infirmière. Oui, de la sauveuse, ou tout ça. Là, de devoir aider les gens, et où du coup, t'es là à dire, mais en fait, à un moment, s'il te fait du mal, arrête de vouloir l'aider. Ouais. Parce que s'il veut pas se soigner ou changer ou je sais pas quoi, ça n'est pas ton rôle en fait. Ouais, sauf que tu peux pas t'empêcher de considérer que si tu t'abandonnes quelqu'un alors qu'il souffre, bah t'es la dernière des Ou alors si tu quittes quelqu'un que tu vas lui faire du mal. Oui. Mais où du coup, voilà, c'est vraiment des trucs où je me suis dit, mais en fait, si en partant du principe qu'il existe, ce dont je ne suis absolument pas sûre, c'est-à-dire que soit il veut absolument que je sois comme ça, que je vive comme ça, et il a des règles très précises sur ce qu'il attend de nous. Mais je vois pas l'intérêt, à moins d'être très sadique, de te dire par contre, je ne te dis pas si c'est vrai. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu, finalement, te laisser dans une espèce de doute. Parce que, genre, moi, je veux bien, si tu me dis que si je fais pas tout ça, j'irai en enfer,
Oui, d'accord, dans ce cas-là, je vais le faire. Mais j'ai pas trop de choix. Soit j'ai vraiment un choix, mais dans ce cas-là, je suis pas punie à la fin, sinon c'est pas un choix, tu vois. Oui. Et ou en plus, avec cette espèce de côté un peu... où finalement, et en plus, je te dis même pas si je suis pas en train de te sortir un gros mytho. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu obscur. On appelle ça le mystère d'ailleurs. Enfin, on parle beaucoup du mystère et tout ça. Et je pense que, comme tu disais, quand même, croire, c'est pas savoir. Je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, non? C'est le contraire même de savoir. Ouais, je trouve que c'est très juste parce que finalement, la croyance, c'est quelque chose que. Enfin, tu vas me dire d'ailleurs ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on porte, mais qui n'est jamais certain quand même. Ben non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des certitudes, tu n'es plus dans de la croyance. Tu as des preuves. Et en fait, c'est typiquement un peu ce qu'on veut opposer dans l'histoire de la science. C'est ce qu'on sait, c'est ce dont on a la preuve. Et ce qu'on croit, c'est des présupposés, c'est des choses comme ça. Mais par contre, on le définit clairement comme étant quelque chose... Pour l'instant, on n'a pas de preuve, quoi. Enfin, tu vois, plus jeune, je me disais que si on me prouvait par A plus B que Dieu n'existait pas, peut-être que je voudrais y croire quand même. Parce que il y a eu des moments où j'ai eu peut-être besoin, j'aimais bien cette idée de me dire que quelqu'un veillait sur moi, que j'avais quelqu'un au-dessus de ma tête, que j'étais jamais toute seule, parce que j'étais plutôt... j'ai toujours été un peu... alors marginal, c'est un bien grand mot, mais j'étais un peu space, quoi, parce que j'étais... Tu te sentais peut-être un peu différent. Oh, on me le faisait sentir aussi, tu vois. Ouais. C'est des trucs où c'est l'adolescence, c'est les âges un peu cruels. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas différents à l'adolescence? Parce que c'est quand même un âge qui est d'une dureté. Ça c'est sûr. Mais peut-être que mais moi c'était clairement, j'étais la weirdo de service, quoi. J'étais la première de la classe, j'étais pas du tout à la mode, moi j'écoutais de la musique classique alors que les gens ils écoutaient du rap et du R&B, j'étais pas du tout fringuée à la mode, enfin vraiment je ressortais dans les gens un peu particuliers. Mais ça me va très bien. Hein, après voilà, c'est aussi une bonne posture, je pense, de pas être complètement dans la masse. Non, ça c'est peut sûr. Être pas mal. Mais du coup, voilà, quand on est jeune, on peut se retrouver un peu seul des fois. Et où du coup ça me plaisait bien. Et puis tu vois, par exemple, quand mon premier contact avec la mort, c'était mon arrière-grand-mère, elle est décédée quand j'avais 9 ans. Ouais, c'est ça. Et l'idée qu'il y ait une vie après la mort, c'est hyper rassurant parce que tu te dis que finalement tu l'as pas vraiment perdu. Si jamais je lui parlais, j'étais pas folle parce que finalement on te prouve par A plus B que la religion c'est du bullshit, que Dieu n'existe pas et machin. Parler à un mort, c'est être fou un peu. Hein. Ça n'a plus de sens et tu finis par être juste un couillon qui parle tout seul. Alors qu'avec le fait d'avoir des croyances, de se dire voilà, je vais partir du principe que la vie après la mort existe et qu'en fait si je parle elle m'entend. Parce que pareil, la vie après la mort existe, ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on a encore un contact, une espèce de croisement possible entre le monde des morts et le monde des vivants? Ça reste à prouver pas aussi. certain. Voilà, c'est ça, il y a plein de façons d'avoir une vie après la mort. Ouais. Et où finalement, peut-être que je lui parle, peut-être qu'elle est quelque part dans un monde au-delà, mais qu'elle ne m'entend absolument pas. Et donc voilà, il y a des choses où ça me rassurait, et où aujourd'hui j'ai plus besoin d'être rassurée de cette façon-là. D'accord. Donc ça veut dire, si je lis entre les lignes, tu vas me dire, mais ça veut dire donc que tu as eu des périodes quand même dans ta vie où tu as cru. Oui. Et des périodes où tu n'as plus vraiment cru. En fait, je pense que j'ai cru parce que en fait on m'a appris ça, que j'étais en contact avec ces choses-là. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi je me rappelle, j'avais à la maison, mais très tôt, je sais pas du tout qui a pu m'offrir ça. J'avais une petite bible pour enfants, un truc, c'était vraiment que les grandes histoires essentielles. D'accord. D'ailleurs, les histoires bien choisies, parce que dans la vie, il y a quand même des trucs où franchement, t'as pas envie de raconter ça aux enfants. Sur de l'Ancien Testament et des choses. Léa, dans l'Ancien Testament, c'est une vraie connasse. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc, donc, je m'appelle Léa et un jour j'ai voulu regarder un peu. Je crois que j'avais une bible pour ma profession de foi, je crois. Donc ça arrive assez vite dans l'Ancien Testament. À un moment, je vois Léa, je me dis cool, enfin quelqu'un qui a mon prénom, chouette. J'ai hâte de savoir ce qu'elle fait. Et en fait, c'est une horreur. Sa sœur est très amoureuse de Jacob, je crois. J'ai un doute. Elle est très amoureuse d'un gars qui l'aime aussi. Et en fait, je sais plus pourquoi. Je crois qu'ils arrivent, je sais pas si c'est qu'ils arrivent pas à avoir d'enfants ou justement, non, elle se fait passer pour elle et elle va dans sa couche et elle est enceinte et du coup il est obligé de l'épouser. Enfin vraiment des trucs où t'es là à dire ok, je pars avec ça dans la vie, c'est super. Opéra total. Et puis, mais surtout que t'es là à dire j'ai pas du tout envie de porter le prénom de cette dame en fait.
pourquoi vous m'avez appelé comme ça. Ouais, c'est ça. Et où du coup, ça heureusement, c'était pas dans ma Bible illustrée. Oui. Et où du coup, bon, j'avais quand même cette Bible et où on te raconte Adam et Ève, on te raconte l'arche de Noé, on te raconte c'est Job sauvé des eaux, celui qui se fait avaler par la baleine. Pas Jonas. Ah, Jonas. C'est Jonas et la baleine. Bien vu. Parce qu'il y a le livre de Job, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les histoires de Samson et Dalila, donc avec les cheveux qui étaient la source de sa force. Enfin, il y a plein d'histoires qui sont finalement David et Goliath. C'est des contes finalement qui sont très intéressants et très très chouettes finalement quand t'es enfant. Quand t'es enfant, c'est passionnant. Enfin, de toute façon, que ce soit, je dirais, l'Iliade et l'Odyssée ou au fond des récits de la Bible et même de d'autres religions, des contes de l'Inde et tout, c'est passionnant en fait. C'est toute cette mythologie religieuse, ça a quelque chose de légendaire. Ouais. Et moi qui ai une fibre artistique très forte, je pense qu'en fait ça me parlait beaucoup aussi là-dessus parce que c'est un imaginaire que moi j'étais je pense que j'ai toujours aimé m'évader un peu dans des mondes qui n'existent pas. Et on peut mentionner ta passion pour Harry Potter. Oui, on peut. Mais par exemple, moi je trouve ça absolument. Enfin, j'adore cet univers parce que il y a une place au rêve qui est quand même assez folle. Elle a réussi en plus, J.K. Rowling, à créer un truc où finalement le doute est tellement toujours possible. Enfin, moi, en plus, c'est sorti en 97, donc j'avais 4 ans. Mais je l'ai commencé à les lire, je devais avoir 9 ans, un truc comme ça. Donc j'avais pas encore 11 ans. Donc moi, jusqu'à 11 ans, je cru que j'allais avoir ma lettre de Poudlard, tu vois. Enfin, t'attendais ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si enfant, c'est très fréquent quand on te dit, Dieu, parce qu'en plus on te dit plutôt Dieu existe. On te dit pas, chez nous, on croit en Dieu, et de cette façon-là, on te présente ça comme une espèce de... Oui. Sans parler de certitude, mais en tout cas, il y a une espèce d'évidence dans le domaine familial de dire que chez nous, Dieu existe. Oui, donc, tout comme dans une famille non-croyante. Oui, voilà, on parle jamais jamais de Dieu ou... Dieu n'existe pas. Oui, ou des choses comme ça. Et voilà. C'est ça. Ouais. Et où du coup, je pense qu'à l'époque, tu te poses pas trop de questions parce que finalement, c'est tes parents qui t'en parlent, et puis des adultes de manière générale. C'est eux qui t'apprennent à manger, à parler, c'est ça. À lire. Donc tu te dis, c'est sûr dans un premier temps que tout ce qu'ils vont te dire est forcément absolument vrai. C'est ça. C'est ça. Et après, pareil, en cours de catéchisme, on t'apprend pas trop à réfléchir à la foi et à tout ça. On part du principe que tout ça, ça existe. Après, on peut lire des textes et se dire, quelles leçons tu en retiens. Moi, je pense à tous les gens qui se convertissent, des gens qui sont, par exemple, catholiques et qui se convertissent à l'islam. Tu vois, de se dire, mais finalement, si c'est cette forme de religion-là, dans laquelle tu te retrouves, dans laquelle t'es bien, qui te parle et tout ça, de laisser un peu ce choix. Tu vois, ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi pour le coup, là j'ai un petit peu interviewé des gens à droite à gauche, on va dire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de culture catholique à la base qui ont tendance à se tourner soit vers l'islam, soit vers aussi le bouddhisme, pas mal. Et donc on voit que finalement, il y a forcément des socles un peu communs à tout ça, parce que sinon les gens n'iraient pas, je pense, avec autant de facilité vers d'autres... Mais pareil, moi je pense d'autres choses, quoi. Tu vois, comme le judaïsme, le problème du judaïsme, c'est que si ça fait pas 10 ans que t'es plus ou moins dans de la pratique, etc., c'est extrêmement difficile. Oui, la conversion est compliquée. De convertir. Il me semble. Je crois qu'il y a des gens même qui pourront jamais se convertir. Je connais pas les conditions, entre guillemets, mais j'ai cru comprendre que c'est même pas garanti, quoi. Il me semble Alors aussi. que catholicisme, si tu veux te convertir, c'est 3 ans de catéchisme, puis baptême. Ah ouais, quand même. Si t'es pas un D'accord, ouais. Je sais plus quelle est la limite d'âge pour le baptême, mais c'est 3 ans de catéchisme. Et l'islam, il faut juste dire une petite phrase. Ouais. Donc il y a aussi le fait de se rendre un peu accessible. C'est-à-dire que moi, pareil, tu vois, je trouve que le catholicisme, dans les choses où tu peux te remettre un peu en question, le truc de dire que 3 ans de catéchisme, c'est énorme. C'est énorme. Si tu veux bien, je vais changer un peu de... Enfin, on va rester évidemment sur la même thématique. Bien sûr. Mais je voulais savoir... Bon, déjà, en fait, tu as un peu évoqué la mort en parlant de ton arrière-grand-mère. Ouais. Je voulais savoir si la mort, c'est quelque chose qui te fait peur ou non. Si c'est quelque chose à quoi tu penses ou jamais. Ce que tu... Voilà, comment tu perçois la mort. Ouais. Alors, du coup, j'ai été en contact réellement que 2 fois avec la mort. Donc, il y a mon arrière-grand-mère qui est décédée quand j'avais 9 ans.
Et mon grand-père, qui est décédé en 2010, j'étais au lycée. Et lui, pour le coup, ça m'a vraiment marqué parce que du coup, j'ai été encore... En plus, mon grand-père et ma grand-mère vivaient dans la même résidence que nous quand on était enfants, donc j'allais chez eux tous les mercredis. Là où mon arrière-grand-mère, elle habitait pas à côté, elle habitait dans le sud, alors moi j'étais à Paris, je la voyais pendant les vacances, donc voilà. C'est différent, oui. Voilà, il y a quand même l'affect de l'enfant qui perd un parent, mais je la connais pas en fait finalement. Un truc que je regrette un peu aujourd'hui, parce qu'en plus j'ai plein d'anecdotes sur elle, elle était très, très drôle, enfin bref. Un peu malgré elle des fois, mais voilà, donc des fois je regrette un peu, mais plus parce que ça faisait plein de choses à raconter. Là où mon grand-père, du coup je l'ai connu un petit peu, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais où quand même j'ai contact avec lui, etc. C'est marrant parce qu'il y a des gens un jour je sais plus qui me disait ça, qu'en gros c'était pas possible de pas avoir peur de la mort, c'est qu'on a tous une forme de peur de la mort. Ce que je pense, alors après c'est à mesurer, mais je pense que personne n'a envie de mourir, dans le sens où ça nous ferait tous chier demain de ne pas nous réveiller, parce qu'on avait quand même prévu sur des trucs cool, tu vois. Par rapport à ton orgasme. Ouais, voilà, c'est pas en termes de planning, j'avais pas prévu ça. Mais, je pense que ça me ferait plus chier que ce que ça me fait peur. Je sais pas pourquoi ça me fait pas peur, mais c'est pas un truc qui m'inquiète. Peut-être la mort des autres, peut-être un peu plus. La mienne, pas trop, parce que pourquoi, je sais pas, parce qu'en plus je pourrais te dire que j'ai l'impression qu'il me reste tellement de choses à faire que j'ai envie de faire avant de besoin mourir. d'avoir le temps. Ouais, et puis en plus, alors ça c'est peut-être une forme d'angoisse de mort, c'est peut-être comme ça qu'elle se manifeste chez moi, c'est que je suis hyper active, je fais plein de choses, au point qu'il y a pas longtemps on m'a mis en arrêt maladie parce que j'étais épuisée, parce que du coup je dors pas assez alors que j'ai quand même besoin de sommeil malgré tout. Mais après pour moi c'est plus une expérience, parce que quand j'étais plus jeune je suis sortie avec un garçon avec qui j'ai une relation qui était assez toxique et qui m'empêchait de faire plein de choses, et où en fait du jour où j'ai plus été avec lui, où j'ai réussi à me libérer de lui et donc de son emprise, je me suis dit, je ne me prive plus jamais de faire les choses dont j'ai envie. Parce qu'en fait, pendant 1 an et demi, j'ai pas eu le droit de sortir avec des copains, j'ai pas eu le droit je fais toujours de la danse, j'avais plus le droit d'aller danser parce que je suis dans 2 couples. Et donc tu rigoles, mais à danser avec des mecs, c'était pas possible. Sacrément toxique comme relation. Donc j'avais plus le droit de faire quoi que ce soit. Il m'a pas monté contre mes amis, mais il m'a isolé de mes amis. C'est ça, voilà. C'était vraiment le truc toxique, progressif, c'est insidieux, ça. Quoi. Et où du coup, pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. J'obéissais plus ou moins à tous ces trucs-là. Et où en fait, aujourd'hui, c'est plus un côté de... Je sais ce que ça fait de perdre 1 an et demi, et où déjà 1 an et demi c'est à la fois énorme et rien. Oui, parce qu'il y en a qui en perdent malheureusement 30 ou 40 ou oui, voilà, plus. Il y a ça, et à la fois 1 an et demi, surtout 1 an et demi à 20 ans. Donc je suis passée à côté d'une bonne partie de ma vie étudiante, enfin voilà. Et du coup, cette expérience-là me fait me dire que je veux pas m'empêcher, et personne m'empêchera de faire les choses qui me font envie. Et où du coup, c'est pas une angoisse de mourir, c'est vraiment juste un truc de dire que pendant tout le temps que j'ai là, je veux faire ce que je veux. Maintenant, en vrai, si demain je me fais percuter par un bus, j'ai pas de regret. Oui, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais pendant le temps que j'avais sur Terre, j'ai globalement fait plein de choses qui m'ont fait du bien, et du coup ça me va. T'es plutôt sereine vis-à-vis de ta potentielle mort. Ouais, je suis assez en paix avec ça. Et par rapport à... Enfin, qu'est-ce que tu penses qui se passe quand on meurt ? J'en sais rien parce que je suis pas sûre. Enfin, si quelqu'un avait les preuves, je pense qu'on le saurait. Oui, non, mais c'est sûr qu'on attend cette personne qui reviendra de l'au-delà pour nous dire preuve en main. Et moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'une fois qu'on est mort, on est mort. Je crois pas forcément à une vie après la mort, parce que finalement, tu vois, un jour je me faisais la réflexion que si demain il y avait un mec qui venait et qui se présentait comme Jésus de retour sur Terre, il irait à l'asile, tout droit. Ouais. Enfin, et que en fait,
Pardon, excusez-moi de rire. Non, mais c'est vrai. Enfin, genre, je pense qu'aujourd'hui, tu croises un mec dans la rue qui vient te voir et qui te dit je suis Jésus, je suis enfin revenu, la gloire éternelle, je sais pas quoi. Tu vas passer, tu vas dire il est barge ce mec. Une série, d'ailleurs, j'ai plus le titre, mais qui parle de ça, d'un messie qui vient et qui se présente comme étant Jésus. Ah, génial. Et qui réussit à accomplir un certain nombre de miracles. Et donc il y avait la première saison. Mais c'est une série justement où, puisqu'on est à notre époque, où même un miracle, en fait, ça peut être un trucage, ça peut... Enfin voilà, ça pose plein de questions, en fait, sur... Ouais, c'est ça. Selon le contexte aussi. Mais où finalement, tu te rends compte que le nombre de miracles, à partir du moment où il y a eu la science et des choses comme ça, il a dégringolé. Bah, voilà. Et bizarrement. Tu vois, aujourd'hui, des gens qui voient des trucs, qui entendent des voix. Enfin, Jeanne d'Arc, pardon pour elle, mais je pense qu'elle était juste schizophrène, tu vois. Oui, bah c'est... Ouais, alors, ça l'a pas empêché de faire des super choses avec ça. Cela dit, elle a quand même bouté les Anglais hors de France. Voilà, et puis, mine de rien, c'est quand même une nana qui a une force intérieure, parce qu'il y a des gens qui entendent des voix mais qui en font rien, tu vois. Elle est quand même allée voir le roi. Ça empêche pas tout le reste. Mais je pense que aujourd'hui, tous ces gens qui sont aujourd'hui des saints, finalement, ce serait dans des contextes actuels. Soit on les écouterait pas. Par exemple, il y en a un qui se présente comme ça dans le sud, là. Le Christ cosmique. Actuellement, là ? Ouais, j'ai oublié son nom. Mais tout le monde se fout de lui sur Internet. Le Christ cosmique. Ouais, j'ai oublié son vrai nom. Et c'est un gars qui a une gueule, qui a l'air d'être un peu allumé, tu vois. Mais où finalement, on n'a pas de vidéo de Jésus de l'époque, mais je serais curieuse de savoir s'il avait pas une tête d'allumé aussi. J'en sais rien, en fait. Oui, bah c'est ça, c'est que... Alors attends, c'est Sylvain Durif. Exactement, j'avais pas le nom. Mais tu regarderas des vidéos de lui où il parle de tout ça, et où t'es là, genre, quand tu le regardes, ton premier réflexe, je pense que c'est de te dire... encore un allumé, quoi. Ouais. De pas le prendre au sérieux, en tout cas. Oui. À une époque où je pense que pour le coup, si tu disais que t'avais vu la Vierge, on te croyait. Oui, par mais c'est ça. Chose. Ouais, c'est vrai que la notion de miracle, en fait, a complètement changé. Enfin, à notre époque, il y a plus grand chose, je pense, qui relève du miracle. Enfin, j'ai pas et l'impression. puis tu vois, peut-être qu'à l'époque, sans faire exprès, t'avais filé des plantes dans lesquelles il y avait la bonne molécule qui guérissait, donc on disait que c'était un miracle, mais finalement, non, c'était juste de la chimie, quoi. Ouais. Enfin, plein de choses comme ça, et où du coup, ce côté un peu rationnel aujourd'hui, où tu te dis, finalement, tous ces trucs religieux aujourd'hui, on les attribuerait plutôt à de la folie ou des choses comme ça. Voilà. C'est un peu tristoun, mais du coup, j'ai oublié le sens de ta question de base. On parlait de la mort. On parlait de la mort. Est-ce que je crois un truc après la mort ? Ouais, et de ta croyance vis-à-vis de ça. Donc, tu disais que t'avais pas forcément peur. Non. T'étais plutôt sereine et que a priori tu ne pensais pas qu'il y avait quelque chose après la mort. Non, je crois pas. Et d'ailleurs, tu vois, parce que dès que t'es un peu en contact avec la mort ou des choses comme ça, tu réfléchis un peu à toi, ce que tu veux qu'il se passe une fois que tu seras décédé. Moi, au départ, par exemple, je voulais qu'on prélève les organes, sauf les yeux, et ensuite être incinéré. Et aujourd'hui, en fait, prenez tout. Prenez tout, les yeux, les cheveux, les dents, servez-vous, c'est open bar, et donnez mon corps à la science si vous préférez. Enfin, vraiment, je suis plus là, je vois pas l'intérêt d'aller encombrer une planète sur laquelle on n'a déjà pas assez de place pour faire des cimetières, des trucs comme ça. Je veux pas du tout... alors moi, je veux pas d'enfants, mais en admettant qu'un jour j'en ai, et puis j'ai des proches... Je vois pas l'intérêt d'avoir besoin d'un espace pour se recueillir, pour venir me voir. Et que les gens se sentent obligés de venir me voir aussi, tu vois. Ouais. Tous les T'as gens pas qui ce sont truc là... de l'ego quand même, de te dire j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de petite tombe où les gens viennent un peu pleurer. Non, mais c'est hyper glauque. Bon souvenir. Mais non, moi j'ai envie que les gens... Tu vois, c'est des trucs où je trouve ça génial, les gens qui veulent des enterrements hyper joyeux. De dire qu'en fait, bon, oui, le fait que tu sois plus là, c'est triste, mais que finalement ce soit une occasion pour se rappeler plutôt des bons moments, de rigoler, de profiter de ce truc-là pour juste se rassembler, passer un bon moment tous ensemble. Parce que, ok, t'es plus là, mais au moins ça aura permis de rassembler des gens. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et puis au pire, s'il y a une vie après la mort, je vais retrouver... voilà, tu pourrais leur foutre plein de gens. Claques. Non, mais surtout, c'est pas ça, c'est surtout que en attendant que tous ceux qui mourront après moi me rejoignent,
Mais moi j'ai retrouvé tous ceux qui sont déjà morts et j'ai pas forcément de ceux T'auras de quoi faire, que quoi. je vais retrouver plus tard quoi. Donc ouais non, j'ai pas besoin de ça. Donc là, on parlait de la mort, on va rester dans les joyeusetés parce que je voulais savoir. Donc dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Quand on traverse un bas, et il y a des fois des bas qui sont assez durs, Ouais. toi, c'est quoi les ressources qui sont en toi ou que tu utilises, j'en sais rien, dans ton quotidien, etc., pour réussir à continuer d'avancer ou pour garder un mental un peu, j'aime pas trop dire positif, parce que le but, c'est pas toujours de positiver. Non, bien sûr. Mais en tout cas, de pas couler complètement. Oui, bien dans sûr. un truc, voilà. C'est... Enfin, alors moi, je vais pas te mentir, ça fait des années que je vois un psy. J'en ai vu 2 différents. Et D'accord. le premier, j'ai arrêté 1 ou 2 fois, je sais plus. Ok. Et puis à un moment, j'ai senti qu'il avait plus besoin de m'apporter de... Enfin, qu'il m'apporterait plus... Qu'il m'avait apporté tout ce qu'il pouvait m'apporter. C'était T'avais très fait chouette, le mais tour. que voilà, j'avais fait le tour avec lui, donc j'ai changé. Ok. Et en plus, je suis hypersensible et j'ai des bas qui sont très bas. C'est-à-dire que vraiment, c'est des trucs où je peux passer du rire aux larmes. C'est impressionnant quand on n'est pas habitué à ça. Mon copain, le premier, les premières fois, il comprenait pas trop. Et, il a fallu que je lui explique. C'est mon mode de fonctionnement. Quand ça va pas, j'ai besoin de pleurer, mais on a l'impression que ma famille entière est morte. Mais c'est juste, j'évacue et après, ça va mieux. Et après, du coup, comme je suis hypersensible, je reçois les choses vraiment très très fort par rapport aux autres. Alors, c'est super parce que les joies sont des ravissements et des émerveillements. Par contre, les trucs qui font mal, ça fait très mal. On s'y fait. On s'adapte. Et en fait, maintenant, je lutte pas, déjà. Ça, Ok. c'est un truc où... Parce qu'en plus, alors, je suis une fille, donc je le vis pas autant qu'un garçon, je pense. Mais on a vraiment une culture du refus de laisser transparaître la tristesse. Ah C'est-à-dire que tu peux être triste, Ouais. mais tu vois par exemple dans j'en sais rien, un exemple très caricatural, mais tu vas voir l'idée. Quand René Angélil est décédé, et Mhm. qu'il y a eu des obsèques nationales, donc Céline Dion avec son voile noir, machin, les gens vont noter le fait qu'elle est digne. Parce qu'elle ne pleure c'est pas. vrai, Donc il y a c'est vraiment un truc de dire que elle est triste. Ça, elle a complètement le droit d'être Ouais. triste. Mais le fait de ne pas pleurer, c'est un truc hyper positif parce Ouais. que tu gardes une dignité. Et je pense que l'opposé absolu, ce serait peut-être... je crois que c'est les enterrements juifs où vraiment il faut se rouler par terre. C'est en Sicile aussi, je crois, où t'avais un métier même de pleureuse. Des Ouais. femmes qui étaient embauchées pour pleurer aux enterrements. Oui, voilà. Tu as ce truc-là Je crois que c'est où il y a plein de gens aussi. qui vont dire mais contiens-toi et un peu Ouais. de dignité ou je sais pas quoi. Mm. Moi, j'en ai rien à faire. Ah, Alors, c'est j'en bien. suis pas au stade d'être une pleureuse parce que le but, c'est pas non plus d'en faire des caisses. Non, mais Bien plus d'en que voilà. faire en fonction de ce que tu Mais ressens. voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Mm. aujourd'hui, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Et même sur mon lieu de travail. Hein, Ouais. je Mm. m'en fous. Même devant, j'en sais rien, ton manager, même devant Je m'en fous. Alors, des inconnus. je vais ça peut-être te- me retenir juste pour pas mettre des fois des gens mal à l'aise. Genre, une fois, ça m'est arrivé. J'avais un souci perso. Et je demande à prendre ma demi-journée en disant est-ce que je peux prendre ma demi-journée parce que ça va pas trop. Et je demande ça sur Teams à mon N+2 en plus. Et mon N+2 a un réflexe qui part d'un super sentiment, tu vois. Mais en fait, dans ce genre de cas, il t'appelle tout le temps. Sauf qu'en fait, ouais, j'étais mais déjà en larmes Ouais, de l'autre tu côté peux et pas. tu te dis, en plus avec Teams, où t'as une gueule de merde, enfin vraiment, un truc Ouais, qui ressemble à rien. Et puis ça craque encore plus des fois quand les gens Ouais, et puis viennent c'est te le parler. truc où on est là, et genre tout, ça va, et t'es là, non, ça va pas du tout. Enfin, bon. Et donc il m'appelle et j'étais là à me dire, bon, je peux pas ne pas décrocher parce que, bah voilà. Et du coup, je décroche et il me dit, ça va Léa? Et alors là, t'es là, t'as avec la voix qui tremble un peu comme ça, et du coup, t'essayes de dire, bah non, pas trop, mais. Et t'essayes de pas trop pleurer non plus parce que. Bah en fait, t'as juste pas envie de mettre l'autre mal à l'aise. Mais ouais, En mais soi, je je m'en fous d'extérioriser un peu mes sentiments, mais. Mais tu sens que la personne en face a Surtout du mal en à plus en recevoir vi- le truc. Mais surtout ouais. en visio. En visio. Parce ouais. qu'à la limite, en vrai. Mais même en vrai, hein, franchement. Dans un contexte moi, de travail, c'est ouais, chaud moi, parce ça que. m'est déjà arrivé de plus pouvoir contenir et tu vois que les gens en face ils sont. Et surtout, en fait, le réflexe quand t'as Ça fait quelqu'un quoi qui est faire, triste, quoi. c'est de le prendre dans tes bras. Il y a un Ouais. truc tactile, Sauf que là t'es dans généralement. un espèce de contexte pro où tout le monde est un peu coincé, on va pas se mentir. Mais et c'est surtout tu qu'en vas fait, pas tu peux aller pas tripoter toucher les gens. Ouais, tu peux parler et tout ça, mais il y a vraiment la barrière du physique où Ouais. on peut pas se toucher, quoi. Et du coup, t'es en visio C'est- et t'as le mec en face de la caméra, genre,
bon bah oui, prends ton après-midi. Je peux pas t'apporter de mouchoir, ouais, c'est ça. Mais je t'appuie. C'est ça, je suis là si t'as besoin. Hein. et du coup, bah voilà, je m'interdis pas du tout mes émotions aujourd'hui. Donc en fait, si ça va pas, ça va pas. D'accord. Et en fait, il y a des moments où ça va pas du tout, et au point que tu sais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui peut y remédier, dans ce cas-là, je vais me coucher. Je vais me coucher, ouais. quelle que soit l'heure, parce qu'en fait, je me dis, là, je suis dans un cercle vicieux, et le seul moyen d'inverser la tendance, parce que en plus, on arrive des fois à des certains niveaux de tristesse où finalement, t'as pas envie d'aller bien. Non, c'est vrai, on se complaît parfois un petit peu. Sans parler de se complaire, c'est qu'en fait, il y a des moments où t'as besoin de vivre ta tristesse, de vivre ce truc-là, parce qu'en fait, la refuser, ça sert à rien. Mais où du coup, finalement, t'es dans ce truc-là de oh, ça va pas, et là, j'ai pas envie de faire un truc qui me fait du bien, parce que j'ai pas envie d'être joyeuse, c'est parce que ça ne correspond pas à l'émotion que je ressens maintenant, donc ce serait plus hypocrite qu'autre chose. Et donc, dans ce cas-là, quand je sens que vraiment il y a rien à faire, je vais me coucher. Demain est un autre jour, quoi. Ou dans 2 heures, ça ira mieux. Parce qu'en fait, le fait d'aller se coucher, il y a un petit reset qui se fait, ou quand tu te lèves, il y a un côté, bon allez, j'ai un peu laissé la tristesse descendre, je peux repartir au moins à un niveau un peu plus neutre, sans parler de partir dans de la joie. Ça m'empêche pas quand je me lève d'aller juste me caler dans le canapé avec Netflix et une série que j'ai vue 1000 fois, Friends pour ne pas la citer. On aime Friends. Mais voilà, parce que cette série me fait du bien. Et c'est mon petit bonbon, c'est mon truc, c'est ma zone de confort. C'est le truc où je sais que je suis bien, je connais par cœur. Tu connais chaque épisode par cœur, je tu connais sais ce qui va se passer, les tu sais que Joey va manger. Ouais, voilà, tu sais que Monica va faire le ménage. Voilà, et en fait, lui, il mange toute la glace que tu ne vas pas manger parce que t'as pas envie de t'écœurer non plus. Monica va faire le ménage que t'as pas envie de faire. Enfin voilà. Et donc généralement, je fais des trucs comme ça. Et après, dans l'absolu, si jamais ces trucs qui sont un peu trop récurrents, je les travaille. En fait, je me pose trop de questions. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te dire que ma mère, encore une fois, je l'ai vue hier, et elle m'a dit c'est marrant parce que moi je m'en pose pas assez, toi tu t'en poses trop, on peut peut-être faire un équilibre. Mais après, je préfère me poser un peu trop de questions parce que au moins, je trouve que depuis que je m'autorise à me poser toutes ces questions, où à l'époque je me disais oh ça va, c'est pas la peine de se poser toutes ces questions, blablabla. Ben en fait, je vais beaucoup mieux, je comprends plein de choses, je suis plus en cohérence avec moi-même. Donc ça, je m'interdis pas. Et du coup, après, moi qui suis très créatrice, quand il y a des trucs sur lesquels je coince, je fais vachement d'écriture libre. Donc c'est vraiment le principe de l'écriture libre. Il y a des gens qui appellent ça l'écriture vomitive, mais c'est pas forcément hyper joli. C'est très charmant. Ouais, c'est un peu cradingue, alors que l'idée est vachement chouette. Ouais. C'est vraiment, le principe, c'est de prendre un stylo et tu ne t'arrêtes pas d'écrire. Parce que vraiment, le but, c'est souvent de déconnecter un peu le cerveau, c'est-à-dire d'arriver à tellement un stade mécanique où tout ce qui te passe par la tête, tu l'écris. Et à la fin, généralement, tu finis plus ou moins rapidement par écrire un truc auquel tu t'attendais pas, et où quand tu le relis 2 heures plus tard, tu fais ah putain, ça, là, il y a une piste là. Là, il y a vraiment un truc où finalement, j'avais pas pensé à ce truc-là de cette façon. Mais c'est quoi la technique concrètement? Tu te mets devant une feuille de papier et tu prends et tout ce qui te vient en tête, quoi. C'est-à-dire que si jamais à un moment, j'avais entendu ça dans une vidéo un jour, c'était génialement dit, c'est qu'à un moment, si ce qui te vient, c'est le mot pomme de terre et que t'arrives pas à sortir du mot pomme de terre, t'écris le mot pomme de terre 34 fois s'il faut. D'accord, ok. Et le principe, c'est vraiment que ce qui passe par la tête, tu l'écris. Et en fait, il faut vraiment l'écrire et pas le taper parce que... À la main. Ouais, parce qu'en fait, le taper sur l'écran... T'es pas dans la même chose, parce qu'en plus, le taper sur l'écran, souvent, tu vas vite, tu fais des fautes, donc tu corriges, donc machin. Alors qu'en plus, c'est hyper intéressant de pas corriger ses fautes. Ça, artistiquement aussi, c'est hyper intéressant, mais c'est pas le sujet. Mais de vraiment écrire avec la main, parce qu'en plus, le fait de faire le mouvement d'écriture, c'est une autre façon de penser, parce que t'es obligé de transmettre ce que tu penses avec tes muscles. Donc il y a une autre façon, je pense, tu mobilises pas les mêmes zones du cerveau. Et donc, t'as pas le même lâcher-prise à écrire comme ça, et où en fait, il y a des fois où t'écris une phrase et au moment où tu vas l'écrire, tu vas faire j'ai pas vu venir ce truc du tout. D'accord, ouais. Et ça, c'est génial quand tu coinces un peu sur des trucs. C'est assez libérateur, quoi. Ouais. D'accord. Puis ça te permet d'y revenir un peu plus tard aussi. Parce qu'en fait, il y a des fois où tu vas écrire des choses et où finalement, ça avait besoin de sortir. Et quand tu vas les relire, tu vas faire ouais, non, en fait, pas du tout. Mais en fait, il fallait le sortir. T'avais besoin de le sortir pour te rendre compte que c'était faux. Je crois que je vois à peu près la démarche et j'imagine que c'est assez libérateur. C'est génial. Quand tu coinces un peu sur un truc où genre tu fais le même cauchemar tout le temps. Moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de cauchemars. En fait, de parler
ton cauchemar et de machin, bah, au bout d'un moment, tu vas mettre des mots, de dire, voilà, j'ai rêvé de ce truc-là, je rêve de cette personne tout le temps, mais c'est bizarre, parce que cette personne, elle m'a rien fait, je la connais à peine, et ça, elle ressemble un peu à machin, et là t'es le genre, oh, machin, j'y avais pas pensé. Les machins. D'accord, ouais, les associations d'idées. Exactement, c'est les associations d'idées. Jamais, en fait, c'est ça quand je dis aussi de pas s'interdire, c'est toutes les personnes à qui j'ai pu parler de psychanalyse et de trucs comme ça, parce que moi j'en ai fait un petit peu, c'est les associations d'idées. Ne jamais t'arrêter à une idée en disant non, ça a l'air d'être nul. C'est à chaque fois, tu penses à ça. Ouais. Le premier truc qui te vient en tête, parce que même si ça n'a pas du tout l'air d'avoir un rapport, tu fais un cauchemar ou tu tombes dans le vide. Et si je te dis, mais du coup, ça te fait penser à quoi? Tu me dis une salade verte. Je vais te dire, comment ça, une salade verte? Eh ben non, c'est ok, pourquoi une salade? Parce qu'en fait, si ton cerveau a pensé à une salade verte, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Tu la vois peut-être pas, mais en fait, il y a une raison. Et par exemple, le contexte est pas glop, hein, mais un des meilleurs exemples de ça, c'est la fille de Woody Allen qui avait peur des trains, qui savait pas pourquoi. Et c'est comme ça qu'elle s'est souvenue qu'elle se faisait violer par son père. C'est parce qu'en fait, pendant qu'il la violait, elle avait sous les yeux son train jouet. Incroyable. Ouais, ok. Et où du coup, mais l'association, c'est ça. Et au départ, t'es juste là, j'ai une phobie du train, je sais pas pourquoi. Et en fait, probablement avec des associations d'idées, mais où tu vois en fait comme ton cerveau peut se barrer n'importe comment parce que quand c'est trop fort, il fait des associations d'idées un peu de sidération ou d'oubli traumatique. Et où tu fais des liens qui sont un peu comme quand tu tiens un truc chaud et que tu l'envoies et tu le fous dans un tiroir, tu sais plus lequel t'as fermé et puis voilà. Et où du coup les associations d'idées c'est hyper important, même pour des trucs qui sont pas aussi traumatiques parce que ton cerveau te dit ça, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est pas vraiment par hasard, c'est pas juste pure folie. Non. Et toutes les réponses, c'est cliché cette phrase, hein, mais toutes les réponses elles sont en toi en fait. Non, mais c'est cliché. On l'entend souvent. Ouais. Mais je pense que si on l'entend souvent, c'est peut-être pas par hasard. C'est ça, ça fait une grande phrase un peu facile, mais finalement, fais-toi confiance parce que vraiment les réponses elles sont écrites à l'intérieur de toi. Quoi. Suivre son instinct, se faire confiance. Complètement. Et de ce que tu disais, finalement. Là on va arriver un peu vers notre conclusion, donc finalement toi en tout cas ce qui t'aide dans la vie au quotidien c'est d'accepter qui tu es, d'accepter tes émotions en tout cas quelles qu'elles soient, de pas avoir trop peur me semble-t-il du regard que peuvent porter les autres sur tes émotions, sur ce que tu ressens à ce moment-là, et puis en parallèle quand même d'aller chez des psys, donc d'aller verbaliser. Parce que j'en ressens le besoin, tu vois. Mais après, peut-être qu'il y a un niveau où j'aurais plus besoin d'aller voir un psy et que juste parler avec quelqu'un d'extérieur, des copains, des copines, ça peut me suffire. Potentiellement. Mais pour moi, en fait, c'est hyper important, tu vois. Moi, je te dis, j'ai toujours été un peu spéciale. Pas dans un sens négatif, j'étais juste différente. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est que j'étais différente. Et je le suis toujours, hein, c'est-à-dire que je le sens bien, hein, que j'ai un petit décalage par rapport aux autres. Mais ok, ça me va. Et en fait, je n'ai jamais été aussi bien que depuis que je l'accepte. Et que je cherche pas à être autre chose que ça. Donc en fait, vraiment... Et puis en fait, t'as pas le temps. Et puis, le truc le plus important aussi, c'est surtout que tu te rends compte que le jour où tu t'autorises à être toi... Parce qu'en fait, généralement, on s'autorise pas à être soi plutôt parce qu'on a peur d'être rejeté par les autres. Clairement. Mais de toute façon, déjà, on sera toujours rejeté par quelqu'un. Et surtout, en fait, en étant toi-même, tu vas attirer... les gens qui sont comme toi. Oui, c'est ça aussi, c'est que ça te permet d'aller rencontrer des gens qui sont un peu plus comme toi et d'avoir des amitiés peut-être plus franches ou des... Complètement. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que si ton délire c'est de faire... j'ai vu ça il y a pas longtemps, il y a des bars où tu peux faire du lancer de hache. Et ben voilà. Improbable comme truc. Mais si ton délire c'est d'aller faire du lancer de hache, va faire du lancer de hache. Parce qu'en fait, tu vas rencontrer des gens qui ont la même passion que toi, et concrètement, s'ils ont la même passion que toi, c'est peut-être que quelque part, ils sont aussi construits un peu pareil que toi. Et de manière générale, en t'autorisant à être toi-même, enfin, moi je trouve que les gens qui sont pas eux-mêmes, aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui me dérangent le plus. Les gens qui sont... Que tu sens pas alignés, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Les gens qui te présentent quelque chose, ouais. mais qui ont pas l'air d'être convaincus de ce qu'ils présentent, qui ont l'air d'être quelqu'un d'autre à l'intérieur. Moi, c'est des gens où... Mon premier réflexe, c'est de m'éloigner de ces gens-là. Ils me font peur, vraiment. C'est malaisant. Mais voilà, et je ressens vraiment ça aujourd'hui. Les gens qui sont pas alignés, je sais pas par quoi ça se traduit, mais vraiment, je ressens ça. Et il y a rien de plus agréable que quelqu'un qui est complètement sincère et naturel. Et où finalement, tu sais que ce qu'il te dit, c'est exactement ce qu'il pense. Et où en fait...
Généralement, en plus, c'est des gens qui sont assez heureux parce qu'ils font que ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Ils te disent ce qu'ils ont envie de dire et du coup, ils sont pas en train de touiller n'importe quoi au fond parce que, en fait, ils ont dit des trucs et c'est pas ce qu'ils voulaient dire et machin. Donc, c'est se connaître pour pouvoir être soi. Je pense que c'est vraiment ça, ma spiritualité. C'était deviens toi-même. Je crois que c'est Nietzsche qui a dit ça. Deviens toi-même. Puis la vie, elle est aussi trop courte pour perdre du temps à essayer de faire plaisir à des gens qui s'en foutent de toi, globalement. En plus. Voilà, c'est un peu très bien résumé l'idée. Et donc, la phrase dont on parlait, c'est Nietzsche, effectivement, et c'est « deviens qui tu es ». Deviens qui tu es, exactement. Donc de Nietzsche. Je vais en profiter pour faire un petit big up à Nicolas à qui je dois cette phrase. Ok, voilà. Et on remercie Nicolas pour son écoute parmi nos millions d'auditeurs. Exactement. Et merci beaucoup Léa. Et avec grand plaisir. Et on se dit à très vite. Merci.